Alors, il est à Washington, mesdames et messieurs, notre journaliste globe-trotter, Alexandre Gascon. Bon. Je suis curieux, Alex. J'écoutais le match hier soir, hein? Parce que bravo, parce tu es professionnel. Un vrai professionnel. Parce que je m'implique. Je fais un effort. Puis je me disais, là, ça huait. Puis je me disais, Washington, taisez-vous donc, vous connaissez rien. Et toi, t'étais là, Alex. Washington, est-ce qu'ils savent s'amuser un peu? Est-ce qu'ils savent faire ça, des séries éliminatoires, ou effectivement, ils connaissent rien? Non, c'est un amphithéâtre qui a du vécu. Je trouve ça sent le hockey dans cette aréna-là. Pas le cas dans tous les arénas de la Ligue nationale. Là. C'est un vieil aréna qui est en rénovation, d'ailleurs, parce que les Caps vont rester là, ce qui n'était pas sûr l'année dernière, mais ça fait hockey. C'est vieillot. Les gens qui sont là connaissent. Ça pue un peu, ça sent un peu l'humidité. Les gens qui sont là connaissent le hockey, aiment les Capitals, connaissent l'histoire ou leur histoire, je pense, un peu, puis ça paraît. Alors, c'est quand même un amphithéâtre le fun de regarder un match de hockey. Bon, d'accord. Fait que c'est toujours ça. C'est toujours ça. Oui. Puis, j'ai lu là-dessus, les rénovations. Est-ce que, c'était mal planifié? Ben là, ils ont commencé ça là. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont pris leur rendez-vous avec les contracteurs pour lancer des rénovations. Peut-être que c'était à l'automne puis qu'ils ne pensaient pas être en séries éliminatoires. Qui sait? C'est ça, c'est ce qu'on a supposé. Ils viennent juste de commencer. Tout a changé la semaine dernière. Donc, c'est un peu un labyrinthe là, dans le tréfonds de l'amphithéâtre, dans les tréfonds de l'amphithéâtre. Mais c'est juste pas très joli, mais dans les coulisses, là, on voit pas ça. Non. On voit pas, les partisans ne voient pas ça pour l'instant, mais oui, il y a des rénovations majeures parce que, comme je le disais, c'est un aréna qui commence à avoir de l'âge, ça paraît. Il y avait été question l'année dernière que les Caps déménagent, rappelez-vous, en Virginie. Ah. Et pendant un bout de temps, là, c'était vraiment le projet qui était annoncé comme le futur pour Washington, pour les Capitals de Washington. Puis finalement, non. Donc, ils vont rester. Mais c'est ça, il y a des rénovations majeures, des travaux majeurs pour remettre ça au goût du jour. Fait que ça va prendre un certain temps, c'est sûr. Je pense que il y a peut-être quelques personnes qui s'en sont plaints, là, un peu. En ce moment, j'ai vu qu'il y a certains sites d'agrégation, on avait fait leur chou grand en disant « ça n'a pas de bon sens. On fait ça pour me déconcentrer » ou je ne sais pas quel mot on a utilisé, là, le Canadien. Oui, parce que le vestiaire des visiteurs serait touché, là. Est-ce que ça se peut? Exactement, oui. Ouais. C'est pas évident de travailler dans le vestiaire des visiteurs, je dirais, mais honnêtement, je pense pas que c'est ça qui va changer quoi que ce soit à la performance du Canadien. Pour être honnête, c'est vraiment pas si pire que ça, c'est juste qu'ils commencent des travaux. Bon. Puis Martin, un souvenir de Washington? Souvenir de Washington, j'ai couvert des séries-là une fois et c'était une série entre les Capitals et les Flyers. OK. Alors, c'était relax. J'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir si marquant que ça, mais c'est une ville magnifique. Ouais. C'est plus intéressant entre les matchs d'être à Washington que d'être. J'imagine. Mais l'ambiance dans les rues doit être ordinaire, j'imagine, avec le climat actuel, le climat social actuel. J'imagine. Il faut que tu dises oui, Alex. Oui, Alex. Tu dis oui, bonne observation, Alex. Ben, c'est parce que là, tu parles à travers ton chapeau. Marc, tu me diras rien de nouveau sous le soleil, voilà. Mais je pense pas que tu étais à Washington récemment. Non, je suis pas là. Je suis à Montréal. OK. Puis sinon, Martin, si tu n'avais pas eu de souvenir de Washington, je t'aurais dit un souvenir d'une équipe où certains prétendent là, qu'on a entamé les rénovations dans l'aréna pour déranger le Canadien. Un petit là-dessus. Qu'est-ce qui vient en tête dans ce registre-là? Une équipe qui... Mais ça, c'est vu. Il y a des trucs vieux comme la terre. Là, faire grimper le chauffage dans le tapis. Ça, c'est bon. Une heure avant que l'équipe adverse se présente pour le match. Ou est-ce que ça se fait encore? Faire repeindre le vestiaire pendant la nuit pour que ça sente la peinture comme il faut. Mais je pense que... C'est du folklore? C'est un petit peu usé comme truc. Là. Bon, les partisans qui vont déranger à l'hôtel puis qui empêchent les joueurs de dormir au beau milieu de la nuit. Mm-hmm. Donc, il y en a de toutes sortes, mais je pense pas qu'on ait assisté à ça ici. Là. D'accord. Alors, c'est correct. Aujourd'hui, bing, bang, boom, ça prendrait de l'offensive secondaire et il y a de l'eau dans le rhum de Joe Boo. C'est tellement hockey, épisode 399.
avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut Alex. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Moi, je trouve qu'on s'est amélioré. Plus la game avançait, c'est sûr. Le début de match, je te dis pas qu'on était surpris. On savait que ça s'en venait, mais tu sais, comme on a bien des joueurs, il faut qu'ils aient cette expérience-là de voir comment le pace de la game il augmente, la physicalité augmente. Mais un coup qu'on a filé ça, notre game s'est amélioré. Notre deuxième était meilleur, notre troisième était excellent. Ah, la troisième était excellente. Avez-vous sourcillé quand vous avez entendu ça? La troisième était très bonne, effectivement. Mais c'est ça. Excellent, c'est un mot. C'est un gros mot. Martin? Oui, mais le Canadien a dominé la troisième période au niveau des chances de marquer et tout ça. Dans les 40 premières minutes, ça a été plus difficile. Moi, je m'interroge. Tout le monde tient compte du facteur expérience seulement en se disant, bon, ça a été très ardu dans les 40 premières minutes. Les Capitals ont pilonné le Canadien, ont joué de façon vraiment très physique. Et là, on est habitué à ça, c'est correct. Alors que je pense que c'est pas tout à fait ça. Il y a une question de style de jeu aussi. C'est pas juste une question d'expérience. Si je me rappelle, par exemple, en 2019, quand le Lightning de Tampa Bay, après avoir connu une des meilleures saisons de l'histoire de la Ligue nationale, est arrivé au premier tour contre l'équipe de 8e place, les Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets les ont martelés sans cesse, sans répit pendant 4 rencontres. Et le Lightning n'a jamais été capable de s'ajuster à ça, à cette intensité-là et à cette physicalité-là, au point où Julien Brisebois a dû changer la conception de son équipe en se disant, là, on n'est pas capable de pratiquer tous les styles de jeu. On va arriver en série puis tout le monde va essayer de nous pilonner. Et il avait changé un peu le portrait de son équipe pour les séries suivantes. Puis après ça s'est... Dès l'année suivante, le Lightning avait éliminé les mêmes Blue Jackets en 5 matchs, tous des matchs extrêmement serrés. Alors, c'est ça. C'est pas juste à mon sens, ce que j'ai vu hier, là, si les gros attaquants ou les attaquants des Capitals continuent de pilonner les défenseurs, ils seront pas plus à l'aise avec ça. Puis tous les petits joueurs du Canadien se sentiront pas plus en sécurité, ils seront pas plus à l'aise avec cette intensité-là, puis le fait de se faire frapper à répétition et de se faire brasser entre les sifflets, entre les séquences de jeu. Alors, c'est un peu ça que ça m'a donné comme impression hier. Les 2 premières périodes d'expérience, c'est une chose, mais ça ne règle pas, règle pas le problème. Là, Latune va encore se faire frapper, puis Carrier, puis etc. Mais l'exemple du Lightning est bon parce que tu vois, ils s'étaient fait balayer en 2019, puis après ça, ils ont gagné 2 Coupes Stanley. Oui, il y a eu des changements à la formation, là. Les Blake Coleman, Barclay Goodrow qui sont amenés, je pense, de 2020 et tout. Mais ultimement, le noyau de cette équipe-là n'a pas changé et je pense qu'ils ont appris à la dure aussi de cette expérience-là. Ils n'ont pas appris en 20 minutes, en une période ou en 2 périodes. Ils se sont fait planter en 4, mais ils ont quand même ils ont ajusté leur style de jeu après dans les séries suivantes. Oui, puis tu sais, c'était quand même pas une équipe de genoux non plus. Là, tu sais, ce noyau-là de 2019 qui s'était fait sortir, les Stamkos, les Kucherov, les Edman et tout ça, ils avaient déjà participé à une finale quelques années auparavant. Ils avaient déjà été dans le 3e tour des séries. Ils savaient, tu sais, ils savaient ce qui s'en venait. Là. Il y avait ce groupe-là qui avait... Beaucoup de joueurs avaient grandi ensemble dans la Ligue américaine, avaient du vécu ensemble, ils avaient vu les séries, mais le style, d'un point de vue style de jeu, là, quand on les laissait, quand on jouait en finesse puis sur la vitesse et tout ça, ça leur convenait, mais John Tortorella leur avait planté un râteau dans le front et ça avait viré de bord et on s'était ajusté par la suite. Fait que j'ai hâte de voir jusqu'à quel point l'expérience par rapport au style de jeu, là, si la correction va être si grande que ça. Vas-y, non, mais c'est une question qu'on a évidemment qu'on a traitée en prévision de cet affrontement-là. C'était un peu écrit dans le ciel que c'était un atout dans le jeu des Capitals. Mais on disait quand même, ou enfin, il y a du personnel chez le Canadien là, pour répondre à ça. Chez les attaquants, surtout, c'est sûr que la défense va peut-être toujours être un peu à découvert, mais à ce jeu-là, le Canadien a des atouts pour répliquer. La seule affaire, c'est qu'hier, c'est pas mal juste Emil Heinemann qui a été le porte-étendard de ça. Mais on n'est pas...
on ne serait pas étonné de voir Anderson en mettre plus la prochaine fois, Slavkovski à la limite, non? Ben d'abord et avant tout, je pense que je comprends pas ce qu'Arbor Xhekaj faisait sur la galerie de presse à côté de moi. Ah oui, à ce point-là? Du popcorn. Ben, oui, tu sais, parce que pas particulièrement... Jayden Struble, on l'a pas vu vraiment, il était discret, puis dans son cas, c'est une qualité. Là. Ça n'a pas été un match horrible du troisième duo. Là. Ça a été beaucoup plus compliqué pour Mike Matheson, je pense, puis pour Lane Hutson pendant un bon bout de temps aussi. Cela dit, si Arbor Xhekaj ne joue pas dans cette série-là, on peut se demander un peu à quoi il sert. Là. Je vais être honnête, moi, ça fait longtemps que je pensais que Martin Saint-Louis allait lui donner la chance de revenir dans la formation. Quand ils se sont fait battre à plate couture contre les Sénateurs d'Ottawa, la première fois qu'il y avait une chance de se qualifier, j'étais convaincu que le lendemain, on verrait Xhekaj dans la formation. Ça n'a pas été le cas. Puis là, c'était la course contre la montre jusqu'au 82e match de la saison. Ça devenait difficile de rentrer un gars qui était inactif depuis un bout de temps. Struble faisait pas mal. Donc, encore une fois, c'est pas tant un désaveu à Jayden Struble, qui est plutôt stable depuis quelques semaines, mais il demeure que Xhekaj t'apporte un élément que tu retrouves pas nulle part ailleurs dans la formation. Et hier, les Capitals avaient élu domicile presque dans le demi-cercle de Samuel Montembeault, en tout cas dans l'enclave. Là, élu domicile? Élu domicile. Oui, pardon. Donc, directement dans le centre de la zone offensive. On était devant le filet. Si vous regardiez, par exemple, là, les feuilles de statistiques avancées où on voit la provenance des tirs, là, il y avait une zone rouge là, il faisait chaud autour de Samuel Montembeault, et à l'inverse, le Canadien, ça c'est un autre problème, n'était pas capable d'attaquer le centre de l'enclave, mais on n'arrivait pas, les défenseurs parvenaient pas à éliminer cette menace-là, garder les attaquants des Caps un petit peu plus en périphérie parce que ne sont pas nécessairement les plus gros, les plus forts. Alors, je me demande si Xhekaj ne joue pas dans cette série-là, c'est difficile de voir à quoi il sert exactement. C'est sûr qu'il est à risque. C'est sûr que dans ses derniers matchs, il a commis des bévues qui ont mené directement à des buts. Ça pouvait coûter un match. C'est probablement ça que Martin Saint-Louis craint. Donc, d'un autre côté, il faut peut-être apprendre à vivre avec ce beau risque-là. Parce que les Capitals, c'est pas juste de frapper. Oui, ils le font. Ils le font bien, particulièrement en début de match. Puis ça, il faut s'y attendre de tout temps, dans tout premier match de toute série, particulièrement pour l'équipe qui commence à domicile. C'est normal. Ça s'est calmé après en deuxième période. Là. On donnait plus des coups d'épaule à tout vent. Puis c'est pas comme ça que les Caps dominaient physiquement. C'est parce qu'ils sont gros, sont forts, font peur. Hein? Puis autour des bandes, le long des bandes, les Canadiens étaient dominés. Et c'est comme ça que ça se passe. Et déjà que le CH est une équipe qui a de la difficulté à briser une attaque offensive soutenue qui se met à tourner autour, là. Ça a vraiment été un problème récurrent pendant toute la saison, les présences prolongées en zone défensive. Mais les Caps sont bâtis exactement pour ça, pour faire ça, pour exténuer le Canadien. Alors, on perdait nos batailles à 1 contre 1 dans une proportion de 3/4. Puis ça, je sors un chiffre comme ça, mais c'était apparent à quel point les Caps les dominaient. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on est parvenu à épuiser le Canadien, à tourner autour, à dominer physiquement, offensivement. Ouais. Puis ça se réglera pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a une question stylistique là-dedans. Je pense que c'est 2 styles de jeu là, qui s'opposent. Et pour le Canadien, ça va être difficile. Mais en plus, sans Xhekaj, je pense que ça complique la chose un peu. Ouais. Je pense que c'est le match depuis le début de la saison où j'ai vu le plus de joueurs du Canadien tomber sur la patinoire après des contacts physiques ou dans des batailles pour la rondelle. Fait que c'est un réveil, c'est la découverte d'une nouvelle réalité pour les jeunes joueurs de l'équipe. Mais quand on passe l'alignement joueur par joueur, il n'y a pas tant de joueurs que ça du Canadien qui sont taillés ou qui sont à l'aise, dont le style convient à ce genre de match-là. Et je suis sûr que les Capitals ils ont vu ce qui s'est passé. Là, si nous, on l'a vu, eux, ils l'ont bien vu aussi. Ils vont continuer de taper sur ce clou-là dans les prochains matchs. Ils connaissent pas ça autant que nous autres, mais t'as raison. Ouais. Je suis content, Alex fait une belle distinction entre ce qui est le pilonnage. On l'a vu, ça, des gros joueurs qui finissent leur mise en échec dans le territoire du Canadien. Là, je parle des joueurs des Capitals. Et moi, quand je parlais de Anderson, Slavkovski, c'est des joueurs qui m'apparaissent avoir le profil pour faire ça. Mais ça, c'est une affaire. Mais c'est vrai ce qu'Alex dit.
les batailles, les batailles pour la rondelle, autant sur le long des bandes qu'en plein dans l'enclave. Ça aussi, ça a été difficile. Mais je sais pas, est-ce que parce que quand les gens réclament le retour d'Arber Xhekaj, ils pensent plus au pilonnage qu'au nettoyage devant le filet, non? Ben moi, je pense au nettoyage. Là. Ouais, tu penses, Xhekaj serait. Ça serait une amélioration. Oui, bien dissuasive. Ben, ça ne peut pas nuire, mais oui, l'idée, ce serait aussi qu'il fasse sa part devant le filet quand il est sur la glace, même s'il ne passera pas 25 minutes, on s'entend. Moi aussi, je vois le facteur intimidation, le facteur dissuasif. Il faut que les bons joueurs des Capitals aussi se fassent brasser entre les sifflets. Lane Hudson a passé des mauvais quarts d'heure hier. Caulfield s'est fait frapper solidement. Nick Suzuki est visé, tout ça. Il y a personne, je pense, du côté des Capitals qui se dit, là, si je vise un membre du noyau, il y a quelqu'un qui va venir me voir ou qui va peut-être vouloir s'en prendre à moi. Et c'est ça. C'est en plein... C'est en plein pour ça que Arber Xhekaj existe. Là, c'est la promesse. Non, et il apporte ça c'est son caractère distinctif dans la formation du Canadien. Il apporte ce petit facteur-là qui te fait réfléchir une petite seconde de plus avant d'aller malmener des bons joueurs ou qui fait en sorte que les joueurs de l'équipe adverse regardent qui est sur la patinoire avant d'aller malmener un joueur du Canadien. OK, bien, est-ce qu'on s'attend de le voir? Parce que, et ça va nous amener vers un autre sujet, parce qu'il y a certainement des correctifs à apporter. Martin Saint-Louis ne nous a pas habitués à faire des... les correctifs c'est souvent des nuances, c'est souvent presque immatériel. C'est jamais on change les trios, c'est jamais... C'est ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent de l'alignement, de joueurs qui entrent dans l'alignement. Ça serait quand même un changement là, apparent. Là. Alex? Oui. Alors, à savoir, est-ce qu'il va jouer, dans le fond? C'est ça la question? Je ne sais pas. On s'en va à l'entraînement tantôt. Je ne suis pas sûr qu'on va en savoir plus parce qu'on fait beaucoup de cachettes en série, mais Martin Saint-Louis n'aura pas le choix de s'ajuster pendant les matchs, entre les matchs, à ce que les Capitals lui proposent. Puis, il a vu le même match que nous, là. Alors, c'est possible. Je pense que c'est possible. Cela dit, comme je vous disais tantôt, moi, je pensais que la fenêtre pour faire entrer Arber Xhekaj dans la formation, c'était le match contre Toronto. Exactement pour ça aussi, pour qu'il ne soit pas éventuellement parachuté en plein milieu d'une série. Pour lui permettre de retrouver ses marques un peu, de finir la saison, de participer à contribuer à cette qualification-là, puis être un petit peu plus rodé quand il revient en série. Parce que là, je n'ai pas la date sous les yeux, je pourrais vérifier, mais ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas joué. Puis ça m'apparaît quand même, au lieu de prendre l'initiative, tu es en réaction, tu sais. Là, si tu avais mis Arber Xhekaj au début de la série, t'inities, tu es dans l'initiative. Mm-hmm. Là, tu vois comment tu t'es fait brasser dans le premier match et tu réagis. Déjà, ça, tu as perdu un petit peu la bataille psychologique d'emblée, ce qui ne veut pas dire que tu vas perdre la guerre, mais tu as perdu ce bout-là. Mais je pense que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Martin dit on a joué une meilleure deuxième, on a joué une excellente troisième. C'est vrai que le mot excellent est peut-être un peu fort. Ouais. À partir du but de Cole Caulfield, ça s'est réveillé pas mal. Donc, la deuxième moitié de la troisième période a été dominée par le Canadien, mais il y avait peut-être un peu, les Anglais appellent ça le score effect. Ça veut dire le 2-0, la pire avance au hockey. Le déroulement du jeu est un peu teinté par le contexte, c'est-à-dire les Caps mènent 2-0, sont en parfait contrôle du match. Je ne pense pas qu'ils sont nerveux à ce moment-là. Le Canadien obtient peu de chances de marquer. C'est eux autres qui dictent le rythme de la rencontre. Et naturellement, il y a peut-être, on essaie de voir ça venir, on joue de façon un petit peu plus défensive, tout ça. Et puis là, soudainement, Cole Caulfield marque un but. Et c'est vrai ce que Spencer Carbery, l'entraîneur des Caps, disait hier. Ça prend 2-3 jeux des fois pour changer un air d'aller. Et c'est ce qui s'est passé quand Caulfield a marqué. Mais là, soudainement, c'est juste 2-1. Puis malgré tout le beau travail des 50 premières minutes, le Canadien n'est qu'à un tir de créer l'égalité. Il y a un petit peu plus de nervosité dans l'autre camp. Et c'est ce qui a permis, je pense, aux Canadiens de tenir la droite haute aux Caps à ce moment-là. Mais à quel point c'est parce que Montréal a été en mesure de dominer son adversaire,
je sais pas. Là, je pense qu'il y avait un petit peu de nervosité du premier match. Voyons, on a dominé tout le long, puis là, finalement, on se retrouve dans une posture pas si confortable. Une fois qu'ils ont été en mesure de se ressaisir, ça n'a pas été trop long, puis ils ont réglé ça. Ce match-là ressemblait beaucoup à plusieurs matchs qu'on a vus en saison régulière où le Canadien est revenu de l'arrière pour aller arracher un point de classement. Là. Exact. Ça ressemblait à ça. Et ça nous a montré à quel point les petits détails en série peuvent faire changer l'allure d'un match. Le but égalisateur du Canadien, le but de Suzuki, a été marqué. Là, c'est le numéro 24, Connor McMichael, qui s'en vient en zone neutre, qui a l'occasion de placer la rondelle derrière Alexandre Carrier, placer ça en fond de territoire. Il est nonchalant. La rondelle touche Carrier. Le jeu vire de bord, s'en va dans le territoire des Capitals et ça finit. Là, le Canadien a comme 3 chances de marquer en quelques secondes et il marque le but égalisateur. Le but gagnant en prolongation, c'est un dégagement qui n'a pas lieu finalement parce que l'aîné se fait frapper avant de pouvoir toucher la rondelle. Mise au jeu en territoire défensif, puis là, tu as ton moins bon trio défensif qui est là, perd la mise au jeu et le match est terminé. Ça se joue sur pas grand-chose. Fait qu'il faut avoir un niveau d'attention relevé, minimiser les erreurs. Mais ça ressemblait à du déjà-vu, là. C'était le match qu'on a vu. Heureusement, le Canadien qui a un point dans c'est ça. Pas cette fois-ci, non. Et la grosse différence, c'est ça, tu sais, par rapport à la saison régulière, le Canadien était à l'aise quand il arrivait en prolongation à 3-3 en saison régulière. Là, il y a beaucoup de place sur la patinoire. Les patineurs peuvent patiner. Les gars qui ont des habiletés peuvent se déployer. Mais là, ça reste à 5-5 en prolongation. Et c'est une phase de jeu. Le Canadien est beaucoup moins à l'aise que les Capitals. Il y a eu une séquence à 4-4 d'ailleurs où, c'est ça, le Canadien, soudainement, avait peut-être pas l'avantage, là, mais on voyait que ça nuisait pas au style de cette équipe-là. Je reviens là-dessus parce que l'autre élément, il y a évidemment la rugosité. La rugosité, Alex? Oui? Je pense pas. Je pense pas, hein? L'abrasivité. J'aime ça. L'abrasivité, ça, c'est évident. Mais l'autre affaire aussi qui saute aux yeux, c'est en dehors de pas Slavkovski, parce que lui, c'est pas évident sa contribution sur cette unité-là, mais en dehors de Caulfield et je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'elle saute pas aux yeux. En dehors de Caulfield et Suzuki, ça génère pas beaucoup d'attaques. Il me semble dans tes notes, est-ce que j'ai vu, Martin, que le trio de Dvorak ont généré aucune chance de marquer dans ce match-là? Moi, je leur ai attribué aucune chance de marquer dans le match. Heinemann, Evans, Armia ont été 33% des tentatives de tir par rapport à leurs adversaires sur la patinoire dans le match. C'est une domination. Là. Ils ont été dominés. Le trio, voyons, il y a un autre trio, l'aîné Newhook, Demidov à 34,8%. C'est vraiment pas bon, ça non plus. Puis Dvorak, Anderson, Gallagher, pas de chance de marquer. Ils ont été à 45%. Fait que c'est encore, ça aussi, ça ressemble à ce qu'on a vu dans le dernier droit. Ça a reposé pas mal. Le premier trio a été bon, a été performant dans cette phase au niveau des tentatives de tir là, par rapport à l'adversaire. Ils ont eu 78%, c'est très élevé, mais il va falloir qu'il y ait une contribution plus large de tout le monde. Il faut générer plus d'attaques que ça. Il faut... Samuel Montembeault si le Canadien était sorti de là avec une victoire hier, ça aurait été un vol de Samuel Montembeault. Il aurait volé un match dans cette série-là. Mais il faut le préserver aussi. Montembeault, là, il ne pourra pas garder les filets sur la tête à tous les matchs comme il l'a fait hier. Et il ne pourra pas marquer de but, Alex. Hein? C'est pas... ça serait étonnant. Jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. C'est ça, on ne l'a pas vu encore, mais qui sait. Je pense que si le Canadien remporte cette série-là, ce sera grâce à Samuel Montembeault. Je ne vois pas d'autres portes de sortie, vraiment. Ouais. Il a été excellent dans ce premier match-là. Il aura besoin de l'aide tout le temps. C'est plate à dire, mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est un des 5 ou un des 3 meilleurs gardiens là, cette saison quand vous regardez le modèle de statistiques avancé pour ce qui est des buts sauvés. Là, il a donné beaucoup moins de buts que ce qu'il aurait dû en fonction de la qualité des tirs qu'il a reçus, des chances de marquer qu'il a eu contre lui. Tu sais, le Canadien est encore une équipe qui parfois là, se vide de son sang là, dans son territoire, puis c'est
ça bourdonne. Puis il faut tout le temps que Montembeault soit là. Puis en première période, c'était fabuleux. Là. Je pense que les chances de marquer sont 8 de qualité. C'est 8-1 ou quelque chose comme ça. En tout cas, selon Natural Stat Trick, qui est un site de référence pour ceux qui s'intéressent. Mais bref, ça passe par Samuel Montembeault et peut-être un peu par la rapidité du Canadien, qui est une équipe plus rapide que les Caps, un peu. Et c'est peut-être là leur seul avantage, là. Comment tirer profit, comment essayer de s'assurer de pouvoir prendre son envol en zone neutre, justement, puis pouvoir utiliser cette vitesse-là pour faire reculer les plus gros défenseurs des Caps, qui sont costauds, puis expérimentés et talentueux, mais pas nécessairement toujours les plus vite. Ça passe par là, mais il n'y a personne, après le trio de Suzuki, qui va soudainement se transformer en contributeur offensif régulier. Je serais surpris. Puis là, le trio de Demidov, Newhook et Laine, c'est extrêmement difficile. T'sais. Puis Patrick Laine, à mon sens, n'a pas été si mauvais hier. Il a été impliqué, il a donné des mises en échec. Je l'ai trouvé plus impliqué que d'habitude. Oui, tout à fait. Il était plus impliqué qu'à l'habitude. C'était pas catastrophique son match du tout. Mais pour Demidov, on voyait que ça allait vite. Là. Pour Pelay, c'était difficile. Puis, c'est rien d'alarmant, c'est normal. Mais si eux ne sont pas en mesure de contribuer un peu, c'est difficile de mettre ça sur le dos des autres trios parce que c'est ça. C'est ça, on devrait pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'autres. Le thème là, de l'attaque, l'offensive secondaire, là, c'est loin d'être nouveau. Là. Il y a le quatrième trio. Le trio d'Evans a contribué pendant un bon bout de temps. On dirait que depuis que Heinemann s'est fait frapper par une voiture à Salt Lake City... Il n'a jamais marqué depuis, je pense. Non, il n'a pas marqué. Le trio, de façon générale, a perdu de cette prestance-là. Ouais. Le troisième trio a contribué dans les dernières semaines du calendrier, un petit peu. Puis le deuxième trio... Ça a été à l'avenant, mais Demidov, il vient de débarquer dans la Ligue nationale. Lui, il faut comprendre, il fait face à un choc culturel. Il y avait le saut de la KHL à la Ligue nationale, et là, c'est le saut de la KHL aux séries éliminatoires. Les bons joueurs finissent par s'ajuster. Est-ce que ça va prendre quelques matchs? Il va sans doute contribuer à un moment donné. Puis, on voit, hier, je portais attention à ce qu'il faisait. Là, tu vois qu'il veut s'impliquer, puis qu'il est intense, puis il veut bien faire les choses, puis il veut bien cadrer dans ce que l'équipe veut accomplir. Mais il va falloir lui donner la rondelle aussi. Petite observation comme ça, Nadine. Demidov, il joue sur la deuxième unité d'avantage numérique. Mike Matheson est le corps arrière de cette unité-là. Mike Matheson passe à peu près jamais la rondelle de ce côté-là de la patinoire. Il se tourne toujours vers le flanc gauche pour donner la rondelle. Alors que s'il y a un gars sur cette unité-là à qui tu veux donner la rondelle en avantage numérique, il faut la donner à Demidov. Là. Alors, c'est des petites choses comme ça. Les confrères de l'antichambre parlaient de ça hier, puis ils disaient que c'était pareil aussi. C'est pas juste Demidov. Là. C'est comme si Matheson avait de la difficulté à envoyer la rondelle à sa droite. Pour vrai, ils ont parlé de ça. Pour vrai, écoute, j'ai pas regardé. C'était vrai l'année dernière aussi, ça. Ouais. C'est ça, c'est pas nouveau. Et c'est particulier, hein, on s'entend. Il y a deux côtés. Tu peux l'envoyer d'un ou de l'autre, d'un bord ou de l'autre. Il y avait Slav qui était là à l'occasion sur le flanc droit, puis on disait, il y a quand même un bon tir, devrait l'utiliser un peu plus, mais puis je me rappelle très bien, dans un épisode, on avait dit, c'est comme si Matheson ne voulait pas la passer à Slavkovski. Il disait, non, c'est pas toi, je te fais pas confiance, mais dans le fond... On se connaît pas assez. C'est ça, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste qu'il est pas à l'aise. Quand il danse un peu à la ligne bleue en contrôle du disque, forcément, sa vision est dirigée beaucoup plus vers son côté gauche. Il est peut-être plus à l'aise de distribuer la rondelle de ce côté-là, mais c'est vrai, c'est une observation intéressante. Moi, juste pour finir sur Demidov, je le trouve poli aussi. J'ai trouvé très poli. Il donne souvent, surtout en début de match, là, souvent, il donnait la rondelle à Newhook. Il a fait ça dans les matchs précédents aussi, là, avec Suzuki, entre autres, sur un des avantages numériques, là, les petites passes. On dirait qu'il veut pas trop garder la rondelle. Et là, évidemment, c'est de la pure spéculation, mais parce que c'est le petit nouveau, là, puis qu'il veut pas trop... il veut partager. Ouais, mais c'est ça. Faut se rappeler qu'il vient de la KHL, il est jeune. Il vient d'une ligue où le meilleur marqueur était Josh Leivo. D'ailleurs, on devrait le signer, lui. Non, Kent Hughes, tu dors au gaz. C'est vraiment... Même s'il jouait contre des hommes, même s'il jouait au niveau professionnel,
c'est vraiment une marche, mais moi j'ai été... j'ai aimé de voir la façon dont il veut s'impliquer dans le jeu, dont il veut bien faire, la façon dont il s'applique. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il va y avoir un déclic à un moment donné. Oui, c'est juste que ça se peut que ça soit 3-0 pour les 4. Ça se peut que ce soit l'année prochaine. Oui, il y a plus de chances que ça soit ça. Ben, ça reste à voir, mais c'est pas un trio facile non plus. Là. Newhook, c'était bien. On disait, il est beaucoup plus efficace au centre. Je sais, ça s'étiole un peu. Puis Laine, c'est un peu... on parlait de la rapidité. Laine n'amène pas de rapidité sur ce trio-là. Là, mais Newhook, je ne trouve pas qu'il fait mal. Il y a eu 2 chances de marquer hier. Laine en a eu 3. C'est le joueur d'équipe qui en a eu le 2e plus haut total après Suzuki. Mais c'est parce le problème de ce trio-là, c'est qu'ils ils en donnent beaucoup aussi de tirs. Là. Quand ils arrivent dans leur territoire, ça se met à tourner, puis ils sont là longtemps. Alors, ça se passe beaucoup. Il faut essayer de mieux équilibrer ça. Ça se passe beaucoup dans la zone du Canadien. Bon, et on termine sur ce segment avec des fleurs. Moi, j'ai trouvé Anthony Beauvillier. J'étais comme... Je peux pas croire que ce gars-là a tant bourlingué ces dernières années. Quel match de Beauvillier hier. C'est peut-être l'attaquant des Capitals qui a généré le plus d'étincelles en attaque. Il y a 4 chances de marquer dans la rencontre. Il a été la bougie d'allumage sur son trio. Et je ne sais pas si c'est l'adrénaline. Lui vient d'être propulsé au sein du premier trio. C'est un joueur qui a été acquis cette saison par les Capitals, qui s'est promené pas mal dans la Ligue nationale. Là, il se retrouve en série avec une bonne équipe, avec une chance de se faire valoir au sein du premier trio. Il a été physique, Anthony Beauvillier. C'est pas tout à fait son type de joueur. Il s'est impliqué physiquement. Mm-hmm. Il a été bon en échec avant. Il a marqué un but controversé parce qu'il a touché la rondelle plus haut que la hauteur des épaules, plus haut que la hauteur de la barre horizontale. Mais c'est pas controversé, ça. Hein? C'est pas controversé. Ça dépend où? Parce que non, mais s'il avait marqué s'il avait marqué à ce moment-là, le but n'aurait pas été bon parce qu'il avait touché plus haut que la barre horizontale. Mais quand c'est dans le jeu, c'est à la hauteur des épaules. Fait que là, il a touché à la hauteur des épaules ou un petit peu plus bas que ses épaules. Montembeault a fait l'arrêt, s'est tombé par terre, puis là, il a marqué après. Donc, mais s'il avait marqué directement sur cette déviation-là, le but n'aurait pas été bon. C'est controversé pareil. OK? C'est les explications que les arbitres ont données à Montembeault. C'est ce que Montembeault a dit c'est dans le règlement. Là, c'est dans le livre des règlements. J'étais assis avec Alexis Bélanger-Champagne de la presse canadienne pendant le match, puis on s'est dit ça dès le départ. On dit c'est dans la phase du jeu, il a le droit aux épaules. C'était plus haut que la barre, mais ça n'a aucune importance. C'est dans la phase du jeu. S'il avait marqué directement sur cette déviation-là, il avait touché plus haut que la barre, ça n'aurait pas été bon. Mais c'est un règlement. Vous passez trop de temps à Washington. Non, mais on avait une discussion là-dessus sur l'interprétation du règlement ce matin. Moi, je trouve que le 3e but est plus controversé. Je vais téléphoner à un arbitre de la Ligue nationale tantôt pour valider. Parce que je pense je pense qu'il aurait dû avoir une notion de possession, mais on verra. OK. Mais le 3e but était controversé, Alex? Ben, Patrick Laine se fait donner un échec là-dessus. Ouais. Puis, juste avant, le jeu qui mène au dégagement refusé, donc c'est une passe de Caden Goulet. Je ne sais plus si c'est John Carlson, le défenseur, mais en tout cas, bref, il l'empêche de jouer la rondelle. Absolument. Avec un double échec. Donc, moi, je comprends que ça, c'est pas puni, ça, en séries éliminatoires, particulièrement pas en prolongation. Mais tu ne devrais pas refuser le dégagement. Je ne m'étonne pas que les Caps n'aient pas été punis sur la séquence. Mais quand tu empêches le joueur de jouer le dégagement refusé, donne-lui le bénéfice du doute au moins, laisse le jeu Comme ça arrive souvent. Exact. Donc, c'est plus à ce niveau-là que c'est pas une immense controverse. Là, mais je pense que les arbitres là-dessus, ou en tout cas le juge de ligne, a erré. Ils ont parce que le défenseur a complètement empêché Laine de jouer la rondelle et il y avait pour lui possibilité d'y toucher. Donc, ils n'auraient pas dû, à mon avis, refuser le dégagement. Non, Martin t'en parlera aussi avec. Mais je pense il y avait une pénalité sur ce jeu-là. Mais ils auraient peut-être pas dû ça refuser. Surtout, en plus, que dans le contexte, c'était le pire centre au cercle des mises au jeu pour le Canadien qui était sur la glace. Les arbitres tenaient compte du fait que c'est le pire centre du Canadien qui est sur la glace. Ils savaient. Passer le pas dans une position difficile. Si ça avait été de Vorak, sûrement qu'ils auraient appelé le dégagement.
parce que ça valait pas la peine. OK, bon, autre chose? Moi, j'ai des... Ovechkin a été bon quand même. Je voulais juste revenir sur Beauvillier, c'est de ça dont on parlait. Ouais. Ça doit être le seul gars qui est passé du trio de Sidney Crosby à celui d'Alex Ovechkin dans la même saison. C'est quand même spectaculaire, là. McDavid l'an prochain. McKinnon, McDavid l'an prochain. Tu sais, Ovechkin, il n'a pas été si élogieux que ça à son endroit. Je ne le connais pas beaucoup, Ovechkin, honnêtement, par le hasard des choses. Je n'ai pas eu à couvrir beaucoup. Mais hier, donc, ils ont installé des podiums, un peu comme on fait en finale de la Coupe Stanley. D'ailleurs, on était assez surpris de ça. Donc, vous allez dans le vestiaire au début. Après ça, l'entraîneur de l'équipe perdante défile au podium en premier. Ensuite, il y a 2 joueurs de l'équipe gagnante et l'entraîneur de l'équipe gagnante. Et tout ça au podium dans la salle de travail. Donc, moi, je travaillais sur mon reportage après la disponibilité immédiate de Martin Saint-Louis. Puis les gars des Caps étaient là. Donc, j'ai écouté un peu quand même ce qui se disait. Puis Ovechkin, quand il a été questionné, quand on lui a posé une question sur Beauvillier, il a dit « Ah ben oui, tu sais, il travaille fort. » Puis c'est vrai qu'à date, il nous complète bien. Tu sais, il est surtout là parce qu'il y a des blessés en ce moment. Puis, il n'était pas particulièrement... Okay. Il avait pas l'air de dire « Ah oui, quelle belle chimie nous avons s'est développée entre nous. » C'est parce qu'Alexei Protas est toujours sur la touche, là, le gros ailier de 6 pieds 6 pouces. Parce qu'il n'est pas là, lui, encore. Hein? Alors, on parlait des Caps qui dominaient l'enclave. Là. Le gros ailier de 6 pieds 6 pouces, marqueur de 30 buts. Il avait l'air à préférer jouer avec Protas qu'avec Beauvillier. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Bon, ben c'est le début des séries. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport à ce public qui nous est cher, qui, pensez-vous, enfin, quelle équipe va créer la surprise lors de la première ronde des séries? Faites pas le saut. Il y a une réponse qui revient souvent. Et Monique, d'ailleurs, sur Facebook, qui dit « Vous êtes tellement drôle. Un média de Montréal qui pose cette question en sachant déjà toutes les réponses. C'est certain que les faits fans ont faim et ils vont dire que c'est le CH. » Alors, Véro dit « Le Canadien. » Robert dit s'il y a une surprise, elle viendra de Montréal. Gilles dit « La seule équipe qui peut causer une surprise, c'est le Canadien. » Sinon, évidemment, il y en a comme ça, là, c'est 85% des réponses qui vont dans ce sens-là. Alors, Monique avait pas tort. Mais ça, c'était sur le Facebook. Sur le Tube, il y a Chip Shop qui dit « Les Blues de Saint-Louis, grâce à la chanson Gloria ». Et il n'en fallait pas plus pour qu'on se la fasse jouer, nous autres, Martin, avant l'enregistrement. Jérémy, sur le Gram, toujours les Devils, malgré les blessures. Vous pouvez réagir. Bon, les Blues, évidemment, ça regarde mal, là, mais les Devils, malgré les blessures. Pascal, sur le Gram, toujours les Leafs. Rendu là, ce serait une surprise de passer la première ronde. Faut que ça regarde Ottawa. peut-être... D'Ottawa, j'ai pas tant vu. Non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, on dirait. Et sur le Gram... Il y a Lily qui dit « Canadien ». Vas-y, Alex. Parce que moi, si, avant le début des séries, si surprise, il allait ici à boire. Je voyais beaucoup les sénateurs, simplement parce qu'à Toronto, on a l'habitude de perdre. Là. On s'y connaît en la matière. On a trouvé différentes façons de le faire, puis on en a fait une habitude. Alors, j'aurais vu les sénateurs. Je vois encore les sénateurs potentiellement causer une surprise, même si, logiquement, Toronto devrait passer. Mais je suis étonné que personne ait parlé de la bataille de l'Ontario et des Sens, surtout parce que rire des déboires des Maple Leafs, c'est quand même... C'est comme un deuxième sport national après s'enorgueillir des succès du Canadien. Mais c'est ça. Cette année, le Canadien est en série, donc rire des livres, ça passe, ça passe en deuxième. Cela dit, c'est vrai que la bataille de l'Ontario, c'est comme un affrontement où est-ce que l'équipe qui va gagner va causer la surprise. Tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Favori. Cela dit, ça a été quand même... on n'en a pas tant parlé, nous, mais il y a beaucoup été question là, de l'inexpérience du Canadien, avec 7 joueurs qui
vivaient leur baptême de feu en série du côté de Montréal. C'est encore plus impressionnant du côté d'Ottawa. Oui, écoute, il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps qui n'ont pas participé aux séries encore. Là. Les Brady Tkachuk, les leaders, les membres du noyau de cette équipe-là n'ont pas participé aux séries. Et ça a paru dans le premier match. Les Maple Leafs avaient l'air beaucoup mieux préparés pour le début de ce parcours éliminatoire-là. On a beau dire les Maple Leafs n'ont pas fait des longs parcours en série. Le fait est qu'ils se sont aussi fait souvent éliminer au début des séries contre des équipes qui ont été jusqu'à la finale de la Coupe Stanley ou jusqu'à remporter la Coupe. Là. Alors, ils ont fait face à de l'adversité aussi. Ils ont eu c'est ça. En première ronde, c'était costaud. Sur plusieurs années. Et les Maple Leafs ne sont plus les mêmes cette année. C'est plus les mêmes Maple Leafs. Ils font maintenant partie des meilleures équipes de la Ligue défensivement. Ils ont eu un gardien stable durant toute l'année. Alors, le fardeau est mieux réparti. Avant, quand les séries commençaient, on se disait, est-ce que Nylander, Matthews, Mitch Marner vont transporter cette équipe-là? Puis est-ce que le cadre autour va tenir? Est-ce que le gardien va faire des miracles devant le filet? Là, Stollard joue très bien. Il a connu une très, très bonne saison. Mais autour de lui, ça joue mieux aussi. On limite les chances de marquer. Donc, les Maple Leafs, c'est dans mon espèce de modèle de rétro-ingénierie. Là, les Maple Leafs font partie des 4 équipes qui sont le mieux outillées pour aller loin. Si on tient compte des facteurs, des caractéristiques fortes des champions de la Coupe Stanley des 10 dernières années. Alors, ça va être difficile. Là. Les Sénateurs n'ont aucune de ces qualités-là, des qualités dominantes. Dans ton modèle, d'ailleurs, on peut penser d'y revenir, là, mais c'est ça, les Sénateurs, c'est la seule équipe qui cochait aucune case. Le Canadien aussi. Du modèle. Je pensais qu'il y en avait une. Le Canadien. OK. Ah ouais? Bon. On va aller leur lire. J'ai fait une correction tout de suite après la publication de mon texte parce qu'il y a une catégorie, le désavantage numérique dont j'avais tenu compte pour le Canadien, mais je l'avais écarté finalement de mon analyse parce que c'était pas un caractère fort. Il y a 5 des 10 dernières équipes championnes de la Coupe Stanley qui étaient dans le top 10 en désavantage numérique, mais 5 qui ne l'étaient pas, fait que c'était pas un trait dominant. Là. OK. Alors, le Canadien et les Sénateurs sont les 2 seules équipes qui n'ont aucune des caractéristiques isolées. Les Blues de Saint-Louis en ont une seule, même si ont formé l'équipe de leur dans la Ligue nationale après la pause des 4 nations. Bon, puis puisqu'on va vider le sujet, c'est quelles équipes qui cochent le plus de ces cases-là? Vegas et Tampa Bay sont les 2 équipes les mieux outillées pour aller le plus loin. Et les 3e et 4e équipes, ce sont les Jets et les Maple Leafs de Toronto. Ouais. Ça, c'est bon. Intéressant. C'est bon. Ça pourrait être une finale toute canadienne. Ce serait incroyable. Ce serait une façon de briser la disette qui dure depuis 1993. Oui. Donc, c'est assuré. Là, oui. C'est ça la façon de faire, en fait, parce que quand une équipe canadienne, toujours en finale, elle s'incline. T'en as 2. Tu règles le problème. Ça règle le problème. Oh, oui. Mais, c'est quand même... Parce que c'est quand même le désavantage numérique qui avait permis aux Canadiens d'atteindre la finale en 2021, mais au bout du compte, tu as raison. Ça avait été un des meilleurs désavantages de l'histoire des séries éliminatoires à l'époque. C'est presque un contre-exemple, parce que ça les a aidés à aller en finale, mais rendu là, ça faisait pas... C'est l'exemple des Blues de Saint-Louis, champions de la Coupe Stanley en 2019. C'est ça. C'est pas grave si vous êtes dernier au mois de janvier. Regardez les Blues, ils l'ont fait. Ouais. Alex, sur la bataille de l'Ontario... c'est ça, on se fie pas seulement sur les 4 gros cette année. Non. Mais les 4 gros ont eu un très bon premier match. Oui. Alors, il y a peut-être là... Mitch Marner, on ne peut que se réjouir pour Mitch Marner. Ouais. Moi, personnellement, c'est un joueur que j'adore. Là. Marner, je l'ai toujours aimé beaucoup. Joueur autonome. Oui, dans son style de jeu. Et... c'est fou, hein? Je voyais une statistique passer. C'était son 5... Donc, il a obtenu un but 2 passes au premier match. C'était son 5e match de 3 points en série dans sa carrière. Et ça faisait de lui le 3e plus productif à ce chapitre-là dans l'histoire des Leafs. Donc, Darryl Sittler était 2e. Et... c'est pas Jan Turnbull? C'est pas Jan Turnbull, le 3e? Non, je pense pas. Okay. Mais tout qui était premier, ça n'a pas d'importance, mais c'était pas un des 4 gros, là. C'était pas contemporain. Peut-être Doug Gilmour, mais je ne sais plus. Ou Sundin, je ne sais plus. Tim Horton. Mais peu importe, c'était pas contemporain. Donc, c'est lui le meilleur de la gang. Puis pourtant, tant d'encre a coulé, c'est écrit, ce sont écrits tant d'articles
sur son incapacité à produire en séries éliminatoires. J'ai été coupable, non pas coupable, parce que c'est vrai, il a disparu pas mal dans les moments chauds, mais on en a parlé au balado. J'ai recensé même sa production dans les matchs où les Leafs se font face à l'élimination. Et c'était famélique, là, il était très, très loin de ses standards habituels. Mais j'étais content de le voir dominer comme ça, sortir fort pour ce premier match de la série. Puis c'est vrai qu'il y a une aura différente autour des Leafs cette année, je pense. Je parlais du côté abrasif tantôt, Martin, des Capitals. Eh bien, en défensive, chez les Leafs, on retrouve ça maintenant. Là, on a trop payé pour Chris Tanev, mais qui a 35 ans, mais jusqu'à date, il fait le travail. Tu sais. Il est dur au mal, puis c'est difficile de passer à côté de lui. Puis quand Brad Treliving, le directeur général, est allé chercher Brendan Carlo des Bruins de Boston, je pense que ça change un peu l'identité défensive de ce groupe-là aussi. Donc, on n'est plus du tout dans la même... Les adversaires affrontent plus du tout la même opposition là, quand ils sont dans la zone des Leafs. C'est pas mal plus difficile d'attaquer l'enclave, de converger vers le filet. Ça a paru, et tout a paru dans ce match-là. L'inexpérience des Sénateurs, la grande expérience des Leafs malgré tout, parce que même s'ils ont passé seulement une fois le premier tour dans les 8 dernières années, ils ont quand même participé, là c'est la 9e, 9 ans de suite aux séries éliminatoires. Il y a eu plusieurs longues batailles en 6, en 7, des prolongations, des matchs perdus, crève-cœur, tout ça. Ils ont quand même de l'expérience, puis ça paraissait, puis ils ont une équipe pas mal plus complète. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, et si c'était leur année? Est-ce possible, tu sais? Ce n'est qu'un match, mais il y a vraiment... peut-être qu'ils sont à un différent niveau et ils ont la chance, cette fois-ci, de ne pas se mesurer à leur bête noire, là, soit les Bruins ou le Lightning au premier tour. Donc, c'est intéressant de les voir commencer comme ça, sur les chapeaux d'eau. Moi, je considère que si les Maple Leafs se rendent au 3e tour, ça va vouloir dire que mon modèle de rétro-ingénierie fonctionne parce que c'est quand même ça. Prédire un long parcours aux Maple Leafs puis que ça se réalise, c'est pas... c'est audacieux. Non, mais c'est vrai que la composition de l'équipe a changé. Tu sais, tout le monde a mis beaucoup d'emphase sur le changement d'entraîneur, mais Craig Berube n'a pas les mêmes outils que Sheldon Keefe avait lors des saisons précédentes. Là. Puis, Morgan Riley, tout semblait tourner autour de lui, la responsabilité, là, comment ça va aller en défense. Puis là, c'est comme un défenseur parmi d'autres. Tu n'as pas l'impression qu'il porte le monde sur ses épaules dans cette série-là. Alors, ça va être une série très intéressante. Bon, alors, si c'est Toronto qui représentera le Canada en finale pour l'association Est, ce seront les Jets qui seront les adversaires qui représenteront l'association de l'Ouest. Et quelle entrée en matière de la part des Jets qui ne font, eux autres, que les Blues soient l'équipe... D'abord, Joe Boo, ça les impressionne pas, les Jets, ou enfin, l'impact de Joe Boo dans ce début de série est négligeable. Ils en ont peut-être acheté un, Joe Boo. C'est ça, ils se sont dit, hey, attends un peu, là, on a ça, nous autres aussi, Internet, on va s'en commander un. Mais reste que toute la magie là, qui entourait les Blues de Saint-Louis, il y a comme eu un petit rappel, un retour à la réalité. Il y a eu une grosse occasion manquée par les Blues qui détenaient une avance dans le premier match et qui ont laissé filer l'avance, qui ont laissé les Jets remonter puis partir avec la victoire. C'était une occasion de camper le décor. Là, les Blues sont quand même la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis la pause des 4 nations. Ils affrontent... une équipe qui est aguerrie, qui a de l'expérience, qui a été la plus performante de la Ligue nationale en saison régulière. Donc, moi, je considère que c'est un peu comme un duel de titans, parce que c'est important, là, ce que tu fais dans le dernier tiers du calendrier, ça compte. Là. Est-ce que tu arrives en série sur une lancée? Est-ce que tu exécutes dans les moments les plus importants de la saison? Mais là, les Jets viennent de... Connor Hellebuyck a été très bon hier. Le gardien des Blues Jordan Binnington s'est fait frapper sévèrement 2 fois, très, très sévèrement. Les 2 gardiens ont été bons, mais Hellebuyck est sorti gagnant de ce duel-là, un match de 2-1. Alors là, ça va être difficile. Là, même si les Jets s'en vont à Saint-Louis et font juste diviser, ils vont sortir de là avec une avance de 3-1 dans la série. Fait que d'un point de vue statistique, c'est extrêmement difficile de revenir dans une série après avoir tiré de l'arrière 0-2. Puis Cal Connor a marqué. Donc, il y a
à Winnipeg, souvent, on dit que les meilleurs joueurs disparaissent quand ça compte. Là, c'est le cas d'Hellebuyck, de Kyle Connor, de Mark Scheifele. Donc, Connor a marqué les 2 buts gagnants en 2 matchs jusqu'à présent. Hellebuyck a été chancelant dans la première rencontre. Je pense un peu de nervosité, mais son équipe est allée chercher la victoire, puis il a suivi ça avec une prestation beaucoup plus solide, pas mal plus assumée depuis. Donc, peut-être que là aussi, on essaie de chasser les fantômes tranquillement et qu'on y parviendra. Là. C'est à souhaiter, parce que Winnipeg, c'est pas un marché qui va si bien par les temps qui courent. On a vu la Ligue nationale en parler, on sait. Ils ont eu de la difficulté à vendre tous leurs billets, même dans une année où les Jets étaient la meilleure équipe de la Ligue nationale. Alors, ils en ont bien besoin là, d'un point de vue extra-sportif aussi. Mais c'est un bon départ. Ce sera compliqué au deuxième tour, peu importe qui de l'Avalanche, s'ils y parviennent, évidemment, peu importe qui de l'Avalanche ou de Dallas en sortira, va être tout un opposant, tout un adversaire, mais ça se peut que cet adversaire-là soit amoché, par exemple. Bon, est-elle un coup de pied d'en face du destin? Et je trouvais que le timing était bon dans ce sens-là, mais tu me faisais remarquer, Martin, que ça risque malheureusement, parce que les séries sont en cours, ça risque malheureusement d'être relégué à la fin des bulletins. Puis je suis coupable moi-même, parce qu'on en parle à la fin de l'épisode. Mais c'est aujourd'hui que va s'ouvrir le procès des présumés agresseurs, le présumé viol collectif de l'équipe des joueurs là, qui étaient, pas tous, là, les 5 joueurs qui sont donc des présumés agresseurs et qui faisaient partie de l'équipe canadienne junior 2018. Il y en a été longuement question, puis évidemment, dans la foulée des dernières années, tout ça a exposé au grand jour un système où Hockey Canada avait un fonds de réserve pour régler hors cours en argent sonnant ce genre de situation. Donc, ça laisse supposer que ça arrivait. Donc, le procès commence aujourd'hui. Moi, j'ai lu, les experts disent que ça pourrait durer jusqu'à 2 mois. Il y a d'autres experts qui pensent que ça se pourrait aller plus vite que ça aussi. C'est pas... et peut-être qu'il y aura des témoignages des joueurs. Ça reste à voir comment le procès va se dérouler, mais c'est pas automatique. Là. Ça va dépendre là, des stratégies là, des parties en cause. Mais c'est ça. Il faudrait que ça fasse... faudrait pas qu'on oublie. Et que les séries effacent tout ça. Non, il faut en parler, puis c'est le plus gros scandale de l'histoire du sport au Canada, je pense. Auparavant, je pense que le plus gros scandale de l'histoire était l'histoire de Ben Johnson, le scandale de dopage qui avait déclenché une commission d'enquête après les Jeux de Séoul, si ma mémoire est bonne. Ah, c'est ça? C'est Séoul? Oui. Mais là, on parle d'une présumée agression sexuelle collective qui... en plus, a été intentionnellement ou non couverte par, balayée sous le tapis par Hockey Canada parce qu'on a signé une entente la sortie d'une clause de confidentialité avec la présumée victime. En plus d'avoir été balayée sous le tapis par Hockey Canada, il y a une première enquête policière qui avait été déclenchée à l'époque quand la présumée agression est arrivée en 2018. Et le service de police de London, qui avait un des pires dossiers au Canada en matière de résultats dans des enquêtes concernant des agressions sexuelles, avait mis fin à l'enquête en disant on ne pense pas qu'il y a matière à poursuite. Et ce n'est que en 2022, quand c'est devenu public et que les médias se sont emparés de l'affaire, que là, on a réouvert l'enquête et qu'après avoir fait ça minutieusement, on a jugé qu'on avait suffisamment de preuves pour porter des accusations contre 5 hockeyeurs, donc Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formenton, Cal Foote et Dylan Dubé. Alors, ça va durer plusieurs semaines. Je pense que ça va être très médiatisé. Et moi, je pense que des joueurs des joueurs qui étaient présents dans cette chambre d'hôtel le soir de l'agression, qui vont témoigner qu'ils n'étaient pas des participants, parce que si on se fie juste au récit de la présumée victime, elle disait avoir été agressée par 8 joueurs. Il y en a 5 qui sont accusés. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été participants ou contre lesquels on n'a pas suffisamment de preuves et qui ont accepté de témoigner pour la couronne ou pour les accusés? On verra. Il y a notre confrère Rick Westhead de TSN qui disait que,
il est fort probable qu'il y ait des joueurs qui sont impliqués présentement dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley qui vont être appelés à témoigner. Est-ce qu'ils vont encore être en train de jouer quand leur tour de se présenter à la barre arrivera? Mais compte tenu de la médiatisation de ce procès-là, de cette enquête-là, je suis certain que les procureurs de la Couronne ont fait leur devoir. Oh oui, là, ils ont le spotlight là, sur eux. Les 3 paires de gants blancs, les bretelles et la ceinture pour être sûr de pouvoir présenter leur cas de la meilleure façon possible. Alors, je pense que ça va être très médiatisé et ça va clore un des chapitres les plus noirs de notre histoire sportive. Là. Et c'est pas juste les gens, des amateurs de hockey qui ont été indignés par cette histoire-là, c'est la population en général qui a été dégoûtée par ça. Alors, c'est ça. C'est important qu'on en parle. Et ça commence aujourd'hui, et comme tu viens de le dire, on peut s'attendre là, à ce que ce soit mené de façon très, très serrée. Et en conséquence, là, ça devrait être se retrouver là, assez aisément dans l'actualité. Alors, au moment où on enregistre, là, c'est supposé c'est commencé. Oui. Alors, en espérant que ce ne soit pas la conclusion de tout ça, la conclusion de ce chapitre-là, oui, mais qu'on en tire des leçons aussi, c'est qu'il y a cette aura d'impunité-là autour des jeunes joueurs de hockey Canada et ailleurs qui, parfois, ou en tout cas par le passé, faisaient en sorte qu'on les élevait un peu au rang de super-héros intouchables. J'imagine qu'il y a eu un examen de conscience depuis ce temps-là, puis ce serait à souhaiter qu'il y ait peut-être, c'est ça, quelque chose qu'on en retire de cette histoire-là après tout ce temps-là. Est-ce qu'on Non, vas-y, Alex. Oui, excuse. Non. Ben, s'il y a des joueurs qui jouent en ce moment dans la Ligue nationale, dans les séries qui pourraient être appelés à la barre, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Là. Je ne vais pas me mettre à nommer des noms ici, là, mais c'est facile à trouver qui était sur cette équipe-là à l'époque, là, en janvier 2018. Donc, on peut s'imaginer assez aisément qui pourrait venir témoigner à ce moment-là, parce que dans l'entente de confidentialité qui avait été signée par la Ligue canadienne, Hockey Canada et tout ça, il y en avait 8. Il y avait 8 joueurs, John Doe 1-8. Là. Donc, effectivement, si on avait signé une entente de confidentialité concernant 8 joueurs, ben c'est probablement parce qu'on avait reconnu qu'il y en avait 8, et donc, mais ils ne sont que 5 accusés. Alors, qu'en est-il des 3 autres? C'est probablement là qu'on va le savoir, effectivement. Puis, il y avait aussi, je me permets de le souligner, parce que le collègue Simon-Olivier Lorange de la presse a écrit là-dessus, puis il y a une nuance importante dans la façon dont les accusations ont été déposées, hein, parce qu'on parle d'un viol collectif allégué, présumé. Donc, il y a possibilité de déposer des accusations d'agression de groupe, mais là, ce sont plutôt des accusations individuelles sur chacun des co-accusés, là, des 5, parce que la peine d'emprisonnement n'est pas la même, et selon un expert que Simon-Olivier a consulté, il a dit ça, c'est quand même intéressant, parce que si vous lancez des accusations individuelles, la peine d'emprisonnement maximale est de 10 ans, alors que pour une accusation de groupe, c'est de 14 ans. Et quand ça arrête à 10 ans, on évitait une enquête préliminaire qui aurait permis à la défense d'interroger les témoins de la Couronne et potentiellement la victime en enquête préliminaire. Donc là, premièrement, la défense va chercher beaucoup d'informations et c'est surtout une expérience qui peut être très, très traumatisante pour, disons, la victime alléguée qui aurait pu avoir à témoigner en enquête préliminaire et au procès par la suite. Donc, il semble y avoir une sensibilité, si je puis dire, dans la façon de déposer les accusations et peut-être qu'on pensait avoir de meilleures chances de succès, je le mets en guillemets là aussi, de cette façon-là. Donc, c'est assez intéressant. D'un point de vue légal, là, c'est intéressant. Et ce sera l'occasion aussi pour revisiter le travail qui a été fait à Hockey Canada dans la foulée. Espérons que ça va se faire, là, parce que ce serait un bon timing. J'imagine qu'ils vont se faire poser la question à la barre où ça va surgir. Pourquoi la première fois, c'était pas... vous êtes venu à aucune conclusion et que là, soudainement, probablement qu'il y a des gens qui vont devoir répondre à des questions durant ce procès-là. Alors, on va revisiter, nous aussi, on revisitera ce sujet au fur et à mesure que le procès va avancer. Bon, ben c'est ça qui est ça.
Moi, mes voisins avaient sorti les projecteurs dehors hier. Il y avait, je sais, à Washington, s'il y a de l'ambiance, il y en avait chez nous aussi. Je sais pas, sentez-vous. Il n'y a pas beaucoup de fanions. J'ai pas autant vu de fanions sur les voitures. J'ai commencé à en voir. Ouais, OK. Mais c'est ça. Après une victoire, il va sans doute en apparaître encore. C'est ça. C'est ce que ça prendrait. Alors, match numéro 2 à l'horaire mercredi soir. D'ailleurs, c'est ça. Hein, Jack, tu me corriges, là. J'ai pas ma feuille, mais on va publier au lendemain des matchs. Donc, le prochain balado, c'est jeudi en fin de journée. On va donc enregistrer là, les lendemains de match. Et ce, tout au long, évidemment, tout tant et aussi longtemps que le Canadien sera là. Après, on verra. Il n'y a pas de... Ça n'a pas été... Le modus n'a pas été déterminé encore, mais sachez que pour cette première ronde et pour cette série Capitals canadien, il va y avoir donc un peu plus là, de balado, puisqu'on va en produire un à chaque lendemain de match. Hein? Oui, c'est ça, hein, les gars? Oui, c'est ça. Alexandre Gascon... Oui? Non, tout va bien. Non, c'est bon. Alexandre Gascon, en provenance de Washington, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup, mon vieux. Ça m'a fait un grand plaisir, même si, encore une fois, je ne vous voyais pas, et ça, c'est une perte sèche pour moi. Mais à part ça, j'ai passé un agréable moment. L'important, c'est que nous, on te voyait. Et ça, nous, c'est un gain. C'est dans notre contrat, Martin et moi. On travaille pas si on te voit pas. Vous n'êtes pas les premiers à me le dire. On n'est pas les seuls. C'est une clause. À Radio-Canada, aux ressources humaines sont habitués avec cette clause-là. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon cher. C'était un plaisir, messieurs. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardet à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.